Avant de commencer, autant Instant Passion, je rappelle à tous et à toutes que j'ai sorti les premiers épisodes de mon Webtoon Arena avec la dessinatrice Clarity sur Webtoon Factory. Les 3 premiers chapitres sont disponibles gratuitement et si vous vous inscrivez, vous recevrez 90 jetons, 90 coins gratos pour regarder le reste de la série ou toutes les autres séries de la plateforme. Voilà, ce qui équivaut à peu près à 30 épisodes gratuits sur la plateforme. Les liens sont dans la description comme d'habitude. Et c'est un futur classique. Sachez-le. Sachez-le. Oui, en dépit de tout. Futur classique. On en reparle dans 10 ans. On en reparle dans 10 ans, tu verras. Bref, review du jour. J'en profite aussi pour vous informer que cette review a été écrite ce matin en live sur Twitch, première mondiale. Première fois que je fais ça, on retentera très certainement l'expérience les semaines suivantes, et peut-être même pour DBS. Donc si vous voulez me suivre sur Twitch, le lien est aussi dans la description, ça tombe bien. Oui. Salutations tête de nage, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour une petite review hebdomadaire du dernier chapitre de One Piece, le chapitre 1030, qui je le rappelle est disponible en français et légalement sur l'application Manga Plus de la Shueisha et également sur le site internet Glénamax. Alors, que dire sur ce chapitre 130? Alors je pense que la première chose qui se distingue, qui saute aux yeux, si je devais utiliser un qualificatif, lui donner une qualité à ce chapitre, quelque chose qui le caractérise, qui ressort immédiatement, je dirais que ce chapitre se définit par sa densité. Là on est sur un chapitre où il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'intrigues, de nouvelles sous-intrigues en parallèle. Et là tu me diras sans doute, mais chef, c'est le cas de tous les chapitres depuis le début de la bataille d'Onigashima. Et j'ai envie de te dire, oui jeune mongolien, tu as raison, sauf que jusqu'à présent, on en parlait dans les reviews précédentes, on se contentait de suivre, 2 intrigues, grand max 3 en même temps. Là, on est quand même sur du truc un peu velu. Je veux dire, là, on a Drake et Apu. Voilà, t'as Drake, c'est quand il sort un nouvel album, et Apu, qu'est-ce que tu fous là, t'es pas dans les Simpsons, bâtard? Voilà, petite blague. On a Kid Hello versus Big Mom. On a Kinemon qui ressuscite. On a Kanjuro qui balance son ultra instinct, j'allais dire, mais rien à voir, qui balance son ulti. Derrière, t'as le CP0 qui est plus ou moins en route pour choper Nico Robin. Ouais, je dis Robin, comme ça m'est venu comme ça. Voilà, donc c'est quand même bien touffu, hein, ce chapitre, oui. Donc oui, c'est clairement touffu, et Oda se paye même le luxe de rajouter encore 2-3 sous-intrigues à la myriade de sous-intrigues qu'on avait. Donc là, ça devient quand même giga touffu, et je trouve ça un petit peu audacieux de la part d'Oda, et je dirais même plus audacieux, t'as compris la blague, c'est trop drôle, d'en rajouter un peu plus. Parce que, en fait, c'est quand même... ça commence à devenir un petit peu comaque à bouffer, quand même. Ça commence à devenir assez massif, mais... je sens qu'on arrive quand même à un certain point de basculement dans l'histoire. Je sens qu'il y a un début d'événement dans ce chapitre qui indique que plus ou moins toutes les sous-intrigues vont se réunir incessamment sous peu, histoire un peu de recentrer le récit sur une intrigue beaucoup moins étalée. Si tu vois ce que je veux dire, mais je sais très bien que tu vois ce que je veux dire, oui. Alors j'ai cru comprendre, en sondant un petit peu les réactions, que pas mal de gens ont été assez déçus de ce chapitre. Parce que, et je comprends tout à fait, comment dire, on commence à rajouter un peu beaucoup de sauce sur les frites, et les frites commencent un peu à refroidir. Donc voilà, je te fais une métaphore culinaire pour t'expliquer qu'en fait, ça commence à faire beaucoup, et on pourrait commencer à trouver le temps long. Et c'est tout à fait légitime de se faire sa réflexion, je comprends tout à fait ce sentiment. Mais je pense cependant que ce chapitre est un peu le passage obligatoire. Oui, et là je vais parler du bail avec Kanjuro et Orochi. Déjà, je trouve intéressant le fait qu'Orochi manipule totalement Kanjuro. Il lui fait croire qu'ils vont tous les deux se suicider en mode un peu samouraï hardcore, pour accomplir leur vengeance et rétablir l'honneur familial. Alors qu'en fait Orochi, il va juste se tirer. Et ça nous montre quelque chose d'intéressant déjà sur Kanjuro. C'est que Kanjuro, tout traître qu'il est, il reste animé par un certain sens de l'honneur, par un certain idéal, un idéal un petit peu pervers, un petit peu tordu, mais un idéal quand même. Et ça nous confirme, d'autre part, qu'Orochi n'en a absolument aucun idéal, aucun quoi que ce soit, qu'il en a absolument, même très probablement, rien à branler de venger son clan. En réalité, il ne pense vraiment qu'à sa gueule, qu'à son propre pouvoir, qu'à avoir le contrôle.
Et aussi, le plus important, la dernière giga attaque, l'ulti de Kanjuro, qui se transforme en une espèce de gros spectre qui se met à tout cramer autour de lui, va très certainement foutre le feu inopinément, un peu trop en avance, au château d'Onigashima, ce qui risque de chambouler pas mal toutes les intrigues existantes. C'est-à-dire que tout le monde va être pris dans ce giga incendie, dans cette probable explosion de la cache d'armes. C'est-à-dire que là, en fait, la dernière attaque de Kanjuro va vraiment foutre la merde et va atteindre toutes les sous-intrigues en même temps. C'est-à-dire que le combat Queen Sanji va être affecté, le combat King Zoro sera affecté, le combat Luffy Kaido sera affecté, et tutti quanti, et ainsi de suite, t'as compris le délire. Donc on va éclater un petit peu tout ça pour permettre de relancer d'autres trucs, clôturer certains combats probablement, et relancer d'autres intrigues, et voire recentrer les intrigues, comme je te disais un petit peu plus tôt. Ce qui va certainement se passer, on peut imaginer qu'il pourrait se passer un truc du genre: le château est en feu, on met pouce, on arrête la bagarre, il faut qu'on évacue le château, sinon on va tous crever. Donc là, les gens arrêtent de se battre, gros mouvement de foule vers la sortie, si sortie il y a, parce qu'ils sont quand même au-dessus du vide. Et pendant la confusion, il y a le CP0 qui se pointe, coup de coude dans la tête de Nico Robin, il l'embarque. Bon, on peut tout à fait imaginer qu'il se passe des choses de ce genre-là. Voilà, tu vois ce que je veux dire. De toute façon, je sais que tu vois ce que je veux dire. Tout ça pour dire, si toujours tu suis mon raisonnement, c'est que l'événement avec Kanjuro, bah finalement, ça nous emmène un petit peu au bout de nos souffrances, entre guillemets. C'est-à-dire, si t'en as marre de suivre 120 000 intrigues en même temps, eh ben, il y a de bonnes chances que dans les chapitres qui arrivent, il y en a pas mal qui dégagent, qui se clôturent. Bon, il va certainement en relancer d'autres, Oda, parce qu'on le connaît, mais ça va, je pense, recentrer un petit peu le récit. Voilà, on a un peu un turning point. Ouais, je parle américain, ouais, à la croisée des chemins, pour citer le Z. Zoro, bien sûr, attention. J'aurais pas dû faire cette blague, mais elle est drôle. Voilà. Je sais plus ce que je disais en fait avec mes conneries. Mais voilà, on arrive au bout de nos peines, entre guillemets, parce que quand même on kiffe quand même lire One Piece, c'est pas la question. Mais on arrive, on va mettre fin à ça avant le point de saturation. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui. Ensuite, on peut parler de la petite polémique résurrection de Kinemon, que beaucoup ont trouvé un peu fastoche. En ce qui me concerne, je n'ai jamais cru qu'il était mort. Parce que tout simplement, quand il y a un mort dans une fiction et qu'il s'agit d'une mort importante, en général, la mise en scène, la mise en place de cette mort est très appuyée d'une façon ou d'une autre. Si je me souviens bien de la supposée mort de Kinemon, c'était pas spécialement mis en avant, hein. Si je me souviens bien, j'ai pas été relire parce que la flemme, je me souviens que Kaido l'a un peu tabassé, il lui a mis un coup d'épée dans le bide, et puis il a dit vas-y Casto bâtard, t'es mort, je continue ma route, tu vois. Ça n'a pas été très impactant, la mort de Kinemon, en réalité. J'ai trouvé même que il y avait une certaine distance par rapport à la mise en scène de cette mort de Kinemon. Et en fait, il y a deux façons de mettre... il y a plusieurs façons d'accentuer la mort de quelqu'un. C'est soit tu t'en fais vraiment des caisses pour montrer que ouais, la vie le quitte, il est vraiment crevé, il a des regrets, des remords, bref, tu vis vraiment... tu vois vraiment le personnage s'éteindre. Ou alors, la mort peut être très brutale, mais l'impact de la mort se répercute sur la réaction des autres personnages qui sont atteints émotionnellement par le décès qui vient de se produire. C'est un truc qui a été pas mal fait dans Shingeki no Kyojin. Alors je sais plus quel personnage, par exemple au début de l'attaque de... pas Onigashima, mais rien à voir. Shiganshina, ça ressemble, pas là, mais la ville d'après. Quand il y a je sais plus qui se fait croquer au bout de 2 minutes, tout le monde est là, oh, il s'est fait croquer au bout de 2 minutes, c'est chaud, tu vois. Je sais plus comment il s'appelait le personnage. Donc voilà, et Oda pour moi, n'a fait aucun de ces choix-là pour mettre en scène la mort de Kinemon. Donc en général, quand ce n'est pas fait de ces façons-là, que c'est pas très appuyé, c'est que le personnage, peu importe la fiction, peu importe le récit, n'est pas vraiment mort. Donc moi, en ce qui me concerne, la question que je me posais n'était pas est-ce que Kinemon est vraiment mort? La question c'était quand c'est qu'il allait réapparaître. Voilà. Et personnellement, le délire d'en fait, l'eau m'a jamais vraiment bien rattaché. Je trouve ça rigolo, plutôt astucieux, plutôt incongru en vrai. Alors certains diront que c'est facile. Moi en fait, je trouve que c'est pas mal comme idée parce que ça me change d'un truc qui m'agace un petit peu. Dans One Piece, par exemple, si on prend le personnage de Zoro, à quasiment chacun de ses gros combats, le gars se fait empaler, se prend des estafilades, des tailladages de tous les côtés, et le gars survit tout le temps.
Voilà, donc moi l'excuse du « ouais mais il a une volonté de faire » ou « il a une constitution incroyable pour survivre au fait que ça soit devenu un gruyère humain », au bout d'un moment ça gonfle un petit peu. Là, en plus vu tout ce qu'il avait mangé Kinemon, et on savait très bien qu'il n'était pas aussi... Il était très fort, Kinemon est très très fort, mais il n'est pas aussi balèze qu'un Zoro. Il n'a pas une constitution de bâtard comme un Luffy ou un Zoro ou un Sanji. Voilà. Tout ce qui s'est mangé dans la gueule, tu peux pas juste dire « ouais, mais c'est grâce à sa volonté ». Non, c'est bon. Là, il a trouvé une astuce rigolote. Et pour le coup, on peut parler de foreshadowing de génie. Pour le coup, là, je valide. Alors, j'ai beaucoup critiqué ce truc des foreshadowing d'Oda, mais pour le coup, ça, c'est un bon foreshadowing. Ça, je valide. Je siffle. L'avare, je valide le but. Là, ça marche. Là, je trouve que ça fonctionne, parce que c'est vraiment marrant, et en plus, voilà, fallait le voir venir, parce que on m'a rappelé d'ailleurs que c'était pas l'eau du tout qui avait rattaché Kinemon, c'était Sanji qui l'avait rattaché, en plus. Donc il n'a jamais vraiment été rattaché. Donc il collait parce que, voilà, ça fait ventouse, mais en fait, le gars, il a jamais été rattaché. Et en fait, on n'a jamais capté qu'il avait jamais été rattaché. Donc ça, c'est un bon foreshadowing, ça, je trouve. Voilà. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est un peu too much, c'est un peu ridicule, mais ça fonctionne. Franchement, moi j'ai bien aimé le délire. Oui. En tout cas, je comprends pas ceux qui n'avaient pas vu que Kinemon n'était pas mort. Franchement, ça se voyait qu'il n'était pas mort. Oui. Ceci étant dit, je comprends totalement la critique, le reproche qui est fait à Oda et à cet arc, sous-jacent. Derrière cette critique-là de oh, « Kinemon n'est pas mort », qu'est-ce qu'on dit en réalité? En réalité, les gens se plaignent que, jusqu'à présent, alors que c'est censé être le combat, la bataille la plus grande ampleur jusqu'à présent dans tout One Piece, alors il y aura certainement plus balèze après, mais jusqu'à présent, c'est le plus gros truc, a priori, on serait en droit de s'attendre à de véritables morts marquantes. Parce que une bataille de cette ampleur, ça peut pas se terminer avec toutes les sous-intrigues, avec tous les enjeux qu'il y a. Ça peut pas juste se terminer par tous les gentils sont vivants, ils vont vivre heureux, ils font un banquet à la fin. Ça peut pas finir comme ça. Voilà, ça serait vraiment dommage de pas marquer le coup avec une mort, voire plusieurs, vraiment impactantes. Pour montrer que là, ça y est, on est dans le truc final de One Piece, on se frite contre des empereurs, il y a des conséquences. Il va y avoir de la casse, il va y avoir des pots cassés. Il faut qu'on voit ça. Il faut qu'on voit ça parce que c'est vrai que ça manque un petit peu. Hein. Le côté un peu sombre, un peu noir, un petit peu irréversible de la bataille, du combat, manque un petit peu. C'est vrai qu'une vraie mort bien stylée. Bon, il y a eu Pedro qui est mort il y a X temps, mais on s'en foutait de Pedro. Moi, je veux un personnage important qui clame. Ça serait bien, oui. Mais rien n'est joué, je pense que d'ici la fin de l'arc, en tout cas j'en ai la conviction, je l'espère beaucoup, je pense que d'ici la fin de l'arc, on aura quelques cadavres à se mettre sous la dent. Et c'est un petit peu glauque comme phrase, mais c'est ça qu'on veut en fait, oui. Il y a aussi Drake, Apu et les Numbers qui semblent rajouter du complot au complot. C'est ce que je disais plus haut, une nouvelle sous-intrigue de plus. Apu qui a fait semblant de rejoindre Kaido pour sauver son cul, tout comme Hawkins d'ailleurs. On peut aisément lui imaginer un sort similaire. Et Drake qui se retrouve encore une fois le cul entre deux chaises. On s'allie à Luffy, on sort un nouvel album, on se remet avec Rihanna, on s'allie à Apu, voilà, le gars il est occupé, là. Le gars il a des dilemmes. C'est pas facile, oui. Du coup, le personnage de Drake est un peu dans la merde, et ça nous montre aussi que quoi qu'il arrive, le dialogue qu'ils ont, quoi qu'il arrive, l'équilibre des forces du monde de One Piece va être chamboulé, va s'effondrer. Pourquoi? Parce que moi, en fait, j'ai toujours vu, depuis que je relis One Piece en tout cas, j'ai toujours vu l'univers de One Piece comme une espèce de guerre froide, en fait. C'est-à-dire que, vas-y, après le Nouveau Monde, c'est le territoire des 4 empereurs, et la marine, le gouvernement mondial à travers la marine ne s'en mêle pas trop, parce que si on rentre en guerre ouverte, les forces en présence sont tellement colossales qu'en fait ils risquent de s'entretuer, de s'entre-annihiler, de s'entre-détruire. Donc jusque là, vas-y, on maintient le statu quo, on vous laisse faire vos bails de votre côté, on fait nos bails des nôtres, tranquille, tu vois. Et là, Luffy avec son plan, il y a de bonnes chances qu'il nique 2 empereurs en même temps, ce qui va totalement chambouler l'équilibre des forces, et donc, bah, c'est ce qu'on commence à voir, ce qu'on a commencé à voir avec le chapitre d'avant, il me semble, et donc, ben là, la marine va se retrouver en position de force. Voilà, donc ils vont attaquer, ça va être le bordel, en fait. Donc là,
il va y avoir des très très grosses conséquences à l'échelle mondiale sur ce qui se passe durant cet arc. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il faudrait aussi rajouter, on veut du cadavre, on veut du Maccabée, on veut des gens qui clapsent, on veut des grosses larmes viriles sur des cadavres. Voilà, on veut des fins incroyables, s'il vous plaît. Parce que comme ça... En fait, là on a le mood total pour faire des morts épiques. Donc balance-nous des morts épiques s'il te plaît Oda. S'il te plaît, on ne demande pas grand chose. T'as créé 250 000 personnages. Tue-en 15, ça passe. Tu peux en tuer 15, en vrai ça passe. Et enfin, il y a le combat Kid et Law versus Big Mom, qui, comme prévu, est très très pyrotechnique, avec un level de destruction bien gras sa mère. Perso, j'avais oublié cette notion du fruit du démon éveillé. Et je suis pas bien sûr d'avoir saisi le concept. Ça ressemble à une giga capacité cheatée dans l'utilisation de son fruit. Et du coup, j'imagine bien qu'il y a sans doute des milliers de vidéos théories sur le sujet sur YouTube, mais je vais quand même poser la question, quel va être l'éveil du fruit de Luffy? Voilà, là je propose une théorie bateau, je pense que tout le monde a pensé à cette théorie. Pourquoi Luffy ne pourrait pas rendre son environnement élastique? Ça pourrait être sympa qu'il puisse faire ça. Parce que, théorie, si ça arrive, c'est incroyable. À mon avis, ça arrivera pas, mais si ça arrive, c'est incroyable. Luffy éveille son fruit du démon. Il se rend compte qu'il peut rendre élastique la matière autour de lui. Qu'est-ce qui se passe? Il rend l'île d'Onigashima élastique. La cache d'armes explose. Ça fait un giga ballon. Ça se remet normal. Tout le monde est sauvé. Ce serait incroyable. Voilà, théorie, t'en fais ce que tu veux. Théorie à la con. Hein, pour l'instant, j'ai deux théories. J'ai Luffy qui peut transformer les trucs en ballon, et j'ai King qui a des dents de lapin. On va voir s'il y en a une des deux qui va se confirmer. À mon avis, ça sera 0, mais ça pourrait être marrant. Bon, et ce qui est sûr, c'est qu'on n'en a pas encore terminé avec Big Mom, parce que là, c'est pour une giga attaque, elle va se relever. C'est obligé que la Ligne, elle se relève, franchement. Et d'ailleurs, en fait, encore une autre théorie, parce que là, vas-y, je me lance dans le théorie game, sans preuve, sans rien. Je trouve pas ça super intéressant que ça soit forcément Kid et Law qui battent Big Mom. Ça serait beaucoup plus épique selon moi et beaucoup plus peut-être un petit peu pertinent, même si je m'avance un petit peu, que ça soit Nami et Usopp qui la fument. Ça serait trop marrant que ça soit Nami et Usopp qui fument Big Mom. Parce qu'en plus déjà elle est un peu en Bixby avec Big Mom, Nami, parce qu'elle lui a piqué Zeus et tout. Il y a un contentieux déjà. Donc ça serait super intéressant que ça soit Nami qui la poutre en fait. Ça serait génial. Voilà, mais c'est une idée en l'air comme ça, hein, voilà. Oui. Bref, en conclusion, je dirais ce que j'ai dit en préambule. Ouais, je te sors des mots, mais voilà, donc un chapitre très dense, plein de promesses. On est curieux de voir où tout ça va nous mener. J'espère vraiment que je vois plus ou moins juste et que Oda est vraiment dans un processus de vas-y, on va resserrer un petit peu l'intrigue en terminant les sous-intrigues qu'on a commencé un petit peu partout, en rassemblant tout le monde. En fait, moi, je vois ça comme ça sera certainement pas ça, mais je vois ça comme ça, c'est que ça va se finir en bataille avant le Durand Game, c'est-à-dire qu'on va vraiment se retrouver avec deux camps, l'un en face de l'autre d'un coup, et puis grosse charge de bâtards. Moi, je vois un truc comme ça, si la marine se pointe pas entre-temps, parce qu'après, il peut s'en passer des choses, hein. Mais je vois qu'on va arriver à un truc comme ça, puis grosse bagarre. Je verrai bien un truc comme ça. Après, ça sera certainement pas ça, parce que je suis loin d'égaler le génie d'Oda. Parce que, voilà, c'est tout. Sur ce, je vous dis, merci d'avoir regardé cette review. On lâche un pouce bleu, on s'abonne. On va voir les liens dans la description que j'ai balancés au début de la vidéo. Et puis que la passion vous guide. On se retrouve la semaine prochaine si tout va bien. Oui, à bientôt. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.